À quoi tu penses ? Une émission proposée par Marion Richer et Antoine Amrel et réalisée dans les studios de RCF Sarthe par Mathieu Goualard. Difficile de ne pas se sentir concerné de près ou de loin par l'état actuel ou à venir de notre planète. Chacun était appelé à porter sa contribution, à l'image du colibri de la fable qui participe à éteindre l'incendie aussi minime soit sa contribution. Nous sommes quotidiennement appelés par les associations et parfois par les pouvoirs publics à modifier nos comportements. Pourtant, cet agir, aussi nécessaire et indispensable soit-il, doit s'accompagner du souci de tisser de nouveaux liens avec la nature. Liens intellectuels, spirituels, liens sensibles dont nous parlions dans la première émission. Un lien sensible que Rimbaud traduit en vers de la façon suivante. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Alors, pour aider au renouvellement de ces liens sensibles et spirituels, allons jeter un coup d'œil du côté de certains peuples traditionnels, du côté de l'art, ou encore du côté de quelques jardins anglais du XIXe siècle. Alors pour commencer, nous pouvons peut-être évoquer les différents types de relations que nous entretenons avec la nature et ce qu'elles disent finalement du mode relationnel que nous développons avec elle. Oui, je pense qu'il faut savoir être au clair avec la relation qu'on entretient avec la nature. Et si on regarde entre l'extrême qui est vraiment faire de la nature un pur objet de domination, d'usage pour son propre intérêt, et l'autre terme qui est vraiment une divinisation de la nature, en fait le prisme est extrêmement complexe et il y a beaucoup de variables. Et il faut savoir où on se situe exactement, et parfois ce qui est intéressant c'est qu'on croit se situer à un certain endroit, en fait pas du tout. On ressent un peu comme Rimbaud, on peut croire intellectuellement qu'on a tel rapport à la nature et en fait l'amour infini nous monte dans l'âme alors qu'on en a un autre, ou inversement d'ailleurs. Par exemple, un rapport possible à la nature, donc il y a cette nature instrument, celle qui ne nous est rien, au service de l'humain, qui a pu malheureusement alimenter une certaine traduction de l'Ancien Testament, de la Genèse, de Adam qui doit dominer sur les animaux. On peut très bien imaginer, avec un éclairage d'Annick de Souzenel, que ces animaux, c'est aussi nommer nos monstres intérieurs, toutes ces énergies animales en nous qui ont besoin d'être retournées. Bon, au passage. Donc la vocation de l'homme comme dominer la nature est absolument à revoir d'urgence. Il y a aussi cette conception un peu plus philosophique qui est la nature c'est bien, mais l'homme c'est la culture, et la culture c'est transformer la nature. Et puis il y en a une qui est vraiment dangereuse, parce qu'on croit qu'on est en lien avec la nature, en fait on la réifie, c'est cette fameuse nature cadre. Oh, j'aime bien la nature, mais en fait la nature n'est qu'un décor, un arrière-fond muet, derrière les affaires humaines. Derrière vraiment ce qui est intéressant qu'est les affaires humaines. Et malheureusement, il y a une certaine partie de la littérature, mauvaise ou pas, qui alimente cette idée que ce qui est intéressant c'est les affaires humaines. Et je pense qu'au contraire, et beaucoup de grands auteurs ont eu un rôle à jouer pour nous montrer, notamment je pense à Jim Harrison, que le monde du vivant est tout aussi important que les histoires humaines. Donc celui-là est dangereux parce que justement, on croit qu'on est en relation alors qu'il ne s'agit que d'un décor. Il y a une autre relation qui est très intéressante, c'est celle qu'on a lorsqu'on pénètre vraiment cette résistance avec la nature, par exemple le boulanger qui fait son pain ou l'agriculteur qui la travaille au corps, si je puis dire. Là, on n'est plus dans une relation de séparation sujet-objet, mais une relation par le corps s'installe, qui est vraiment, pour le coup, intime, merveilleuse aussi. Et qui rejoint aussi la question qu'on a évoquée dans une précédente émission, en fait, de la marche, de passer par le corps, qui permet aussi de restaurer un lien tout à fait spirituel. La garantie d'une vraie relation, et c'est parce qu'elle s'aborde l'intellectualisme, justement, elle est quasiment absolue. Et puis, évidemment, il y a cette nature qu'on veut un peu connaître. Moi, j'aime beaucoup, je pense que je me situe plutôt là-dedans, c'est la nature dans laquelle on s'immerge. Je pense que c'est un peu la relation de Rimbaud, c'est la nature immersion, qui fait qu'on ouvre tous les sens. Je ne penserai pas, j'ai les pieds nus, je sens le vent sur la peau. On coupe le mental, si on peut dire, et aucune projection intellectuelle. On sort de l'intellectualisme et il se passe une mutation dans l'être qui fait qu'on descend dans le cœur. On parlait un peu de ça dans notre dernière émission.
Et puis alors on avance, la nature, quand soudain on se sent regardé par la nature, les peintres ont cette expérience-là. Ils font d'un arbre un objet de peinture et s'aperçoivent qu'en fait c'est l'arbre qui les regarde. Donc là encore, ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas décidé par le sujet qui observe, c'est une expérience qui se constate. Et on peut continuer jusqu'au moment où on comprend, on peut évoquer l'idée alors de terre-mère, concevoir la nature, la terre comme une mère, comme une entité consciente, vivante et aimante, voire la diviniser. Et on peut voir qu'il y a peut-être une distinction. Donc toutes ces prismes, ces relations à la nature, on voit que la richesse, le type de relation peut être vraiment variable. Alors oui, il y a d'une certaine manière un grand écart qui est possible en fait entre une conception qui est donc purement utilitaire de la nature d'une part et d'autre part une certaine divinisation de la nature. Mais ce sont peut-être finalement ces deux modes qui ne sont pas ajustés tous les deux, puisqu'ils ont tendance à rendre l'un supérieur à l'autre, ou un dominant et un dominé. Et en fait, que ce soit l'homme qui soit mis en premier ou la nature en premier, finalement, le rapport de domination, il est toujours patent. Donc, ce qui conviendrait peut-être, c'est par une approche peut-être d'une restauration d'un lien qui est d'ordre plus spirituel, d'arriver à quelque chose de plus ajusté. Moi, je pense pas, honnêtement, que cette idée de diviniser la nature, déjà, faudrait voir exactement ce que ça veut dire, fait de la nature quelque chose qui est supérieur à l'homme. Pour moi, l'endroit où vraiment il y a cette idée que l'homme est inférieur, c'est vraiment un certain discours écologique matérialiste dans lequel, en fait, l'homme n'est qu'une espèce ratée. Il n'y a pas de vocation, de particularité de l'homme, et donc il vaut mieux, bon débarras, l'humanité disparaîtra bon débarras, parce que la nature c'est de faire de l'espèce humaine une espèce nuisible, en fait. C'est ça, mais je pense que dans toutes les traditions qui ont un certain rapport ou qui font de la nature un être conscient, à aucun moment il y a une supériorité, une domination, mais vraiment il y a une relation et un rapport où l'homme a sa place, l'homme a une nature, une essence qui s'intègre parfaitement à cette nature-là. Alors, comment on conduit vers quelque chose qui est d'ordre plus spirituel, en fait? Comment on s'oriente vers ce rapport plus tel que, par exemple, saint François considérait la relation au monde, à tout ce qui l'entourait, du brin d'herbe à l'animal. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de choses à imaginer ou à repenser. Alors oui, il y a un domaine que n'aborde pas Estelle Zong dans son magnifique ouvrage, c'est vraiment la dimension théologique ou spirituelle de notre rapport à la nature. Et là, on peut avoir, il y a une difficulté en fait, c'est que l'Occident n'a pas de rapport spirituel à la nature. Ce rapport a été un peu brisé avec la chasse aux sorcières au Moyen-Âge, et donc on a une théologie assez sèche. Bon, on essaie d'y remédier actuellement. Ce qui fait qu'il y a un problème, c'est que nous n'avons pas de racines, nous n'avons pas de tradition, de rapport à la nature. Et donc, nous avons par contre, certaines personnes peuvent avoir une expérience de la nature comme être conscient par exemple, et donc nous sommes un peu pris au piège de notre absence de racines, ou de notre déracinement, comme disait la philosophe Simone Veil avec un W, qui fait qu'on va un peu partout dans tous les sens et on n'a pas de vision très claire de ce qu'on recherche. Mais à l'extrême opposé, le problème qu'on rencontre, c'est que ce qu'il faut enlever à tout prix, c'est une nature qui est inerte, une nature morte, qui est un pur décor, un peu comme le statut des arbres dans le droit urbain, c'est du mobilier. Voilà, on peut l'enlever. C'est un aveuglement au vivant. Et pour ça, il faut vraiment restaurer un rapport qu'on peut dire spirituel à la nature. Mais le problème qu'on a dans la dimension théologique, c'est ce spectre ce que j'appellerais le soupçon de l'animisme. Le spectre de l'animisme, c'est de déifier la nature, de diviniser la nature, qui fait qu'on va à l'extrême et qu'on en fait une chose inerte. Or, je pense qu'il est tout à fait possible de rendre à la terre une dimension spirituelle sans la déifier, sans en faire un culte. Au contraire, c'est justement la relation qui permet de sortir de cette menace-là. Alors peut-être est-ce qu'on peut écouter un texte de Jean Mallory qui évoque justement très clairement cette question. Dans le Nord, comme dans le Sud, comme en Occident, comme en Orient, il faut que la conscience de tous devienne une conscience écologique, c'est-à-dire enracinée dans ce qui nous donne la vie. Le citoyen du monde doit être convaincu que l'homme vit une révolution philosophique. Il faut respecter la nature. Mieux, il faut intégrer cette nature, natura naturans, accéder à l'esprit de l'homme-nature, selon le mot de Jean-Jacques Rousseau, non plus pour dire un nostalgique regret, mais le souci crucial de notre proche futur. L'homme n'est pas venu sur terre pour domestiquer la nature, mais pour s'y intégrer en la respectant.
il y a un Dieu caché dans le ciel, la rivière, la corolle des fleurs éphémères, les poissons des torrents et jusque dans l'œil de la baleine. Pour l'Inuit, le souffle du vent peut, dans ses ondes sonores, être interprété comme un message de l'au-delà, du pays des morts. Depuis des millénaires, les peuples du Nord, eux, le savent. Ce n'est pas par hasard qu'ils résistent dans toutes les contrées du monde, en Amazonie, en Afrique, en Australie. Il y a là comme un sens de l'histoire. Les peuples racines sont en réserve. Ils ne sont pas en arrière de l'histoire. Non, ils sont en réserve pour être nos éclaireurs et nous protéger de nos folies en rappelant les lois éternelles. Alors ce qui est frappant, c'est de voir que effectivement les peuples traditionnels ou les peuples premiers peuvent nous inviter à reconsidérer notre relation à la nature et la manière de la considérer sous un jour nouveau. Oui, pour Jean Mallory, le rapport qu'il a au peuple racine qu'il connaît extrêmement bien, puisqu'il a vécu, il connaît profondément les Inuits notamment, c'est vraiment considérer que ce sont les peuples racines qui sont notre avenir. C'est leur façon de vivre et surtout adaptée évidemment au climat. C'est leur façon de respecter et d'intégrer la nature, d'en faire un lien entre la nature et la nature humaine qui va être l'avenir, qui va nous ouvrir les portes de l'avenir. Donc il n'y a pas du tout cette nostalgie d'une nature perdue, elle est devant nous. Les peuples racines ne sont pas derrière nous, ils sont les éclaireurs de l'avenir. Ça, c'est magnifique. Ce sont des précurseurs. Tout à fait. Et pour Jean Mallory, qui était chrétien, en fait, il n'y a pas du tout ce prisme d'un animisme diabolique ou quelque chose comme ça. Il envisage vraiment une philosophie, il évoque le mot philosophie, il évoque Jean-Jacques Rousseau. Il y a vraiment une universalité au-delà des particularités propres à chaque peuple qui fait il y a un modèle. Mais si on veut, effectivement, il faut aller découvrir finalement le lien d'amour qui relie tous ces peuples à la nature, et le lien non réifiant, non objectivant qui relie tous ces peuples à la nature. Et en fait, Jean Mallory décrit ce sentiment d'être en fait au paradis perdu, parce qu'il y a un tel rapport, alors sans être naïf, parce que les climats sont extrêmement rudes, la vie est rude, mais il y a un sentiment de non-séparation qui fait de bien-être, comme si on redevenait le premier Adam dans ce jardin d'Éden sur Terre. Ça existe, c'est vécu en fait. Ça n'est pas un mythe, c'est vécu par des peuples. Et s'il suffit de tous les témoignages d'occidentaux qui viennent s'immerger, qui sont apprivoisés par ces peuples-là et qui vivent leur façon, leur rapport à la nature, décrivent un sentiment de paradis retrouvé, tout simplement. Mais il est là, ce paradis. Et d'ailleurs, même dans le paradigme chrétien, il est là. Saint François d'Assise, par exemple, et il montre qu'il y a des façons de faire, de retrouver cette unité avec la nature sans la déifier, sans faire un culte aux idoles. En Occident, dans la théologie occidentale, il y a Saint François d'Assise qui, d'ailleurs, si on voit le Cantique des créatures, il y avait une fraternité. Lui, il est dans l'idée d'une fraternité des frères éléments. Universel. Voilà, frères et sœurs, nous sommes tous frères et sœurs. Mais il y a par exemple dans l'orthodoxie des éléments extrêmement intéressants pour penser, enlever de nous cette position naturaliste qui nous colle au corps, qui fait d'une nature notre ennemi, quelque chose d'inquiétant, de menaçant, soit une matière morte, soit la source d'énergies inquiétantes. C'est par exemple le théorie des énergies incréées chez Grégoire Palamas, ou alors je le cite, on peut évidemment pas les développer, mais j'invite l'auditeur à aller se renseigner, le cosmisme lumineux de Basile Zenkowski. Il y a aussi tout le travail du théologien Olivier Clément sur un tellurisme mystique. Et puis, du côté du catholicisme, il y a deux grandes figures. Il y a évidemment Saint François d'Assise, mais aussi le magnifique travail d'Hildegard de Bingen, le rapport intime, thérapeutique aux végétaux et aux plantes, et puis le magnifique travail de Teilhard de Chardin, qui est complètement hallucinant, qui montre en fait une conscience de la matière. Si notre esprit est capable de faire prendre feu la matière, de la rendre consciente, un petit peu comme ce que disait Saint Jean de la Croix, mon âme est capable de faire prendre feu, le corps n'est qu'un bout de bois, et mon âme est un feu, et donc je peux l'enflammer. Donc là, il y a deux natures différentes, mais il y a une contagion possible de ces deux natures. Mais ce que dit Teilhard de Chardin, en fait, c'est que si mon corps est capable de prendre feu au feu de l'esprit, c'est qu'il est lui-même esprit. À l'origine, derrière les atomes, aux confins de la matière, il y a une étincelle d'esprit qui fait que ça peut répondre. C'est ça qui est fascinant. On a à revoir toute notre ontologie, toute notre conception de la matière et à reconsidérer. Et peut-être même que ça éclairerait notre rapport aux maladies, notre rapport au corps, au fait que surviennent certaines maladies. Parce que il y aurait plus de séparation entre la matière et l'esprit. En fait, c'est vraiment nos concepts qu'il faut retravailler pour qu'ils soient
plus près de l'expérience et de ce qui est. Alors voilà un bel exemple à travers la symphonie pastorale de Beethoven, dans laquelle il s'est appliqué justement à reproduire le chant de la nature. Ici, c'est un cours d'eau, mais d'autres moments, ce sont les oiseaux. Et donc justement, c'est peut-être un moyen, à travers cette introduction à la symphonie pastorale, de nous montrer que l'art a peut-être aussi un rôle à jouer dans notre façon de restaurer un lien avec le vivant et avec la nature. Oui, face au sentiment un peu de marasme, de désespoir face à ce qui arrive, l'idée que la technique va nous sauver. Moi, ce que j'ai adoré dans le texte d'Estelle Zong, Apprendre à voir, c'est que c'est une historienne de l'art, elle cultive pas, elle nourrit pas ce que Spinoza appelle les passions tristes, désespoir, dépression, tout à fait légitime face à ce qui est. Au contraire, c'est vraiment une joie, une jubilation, et elle part des tableaux, en fait, de la description des tableaux. C'est une voix originale et joyeuse, d'abord parce qu'elle est joyeuse et positive, mais aussi, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée, c'est parce qu'elle ne hait pas l'Occident. Pour le dire très rapidement, mais c'est ce qu'on disait au début de la première émission, elle permet de retrouver un rapport au savoir et une fécondité entre le savoir et la sensibilité. Moi, je reconnais que c'est vrai que face à la charge, au poids énorme de l'Occident, sa responsabilité face au génocide des peuples premiers, à la destruction de tous ces rapports intimes à la nature, on peut se haïr en tant qu'occidental. Et en fait, ce qu'elle nous permet de retrouver, c'est la possibilité d'un savoir qui nous permet d'accéder à la sensibilité. Alors certes, il faut aussi retrouver nos propres traditions. Je parlais des herboristes, de l'herboristerie, un texte qui s'appelle Sorcières, sages-femmes et infirmières qui montre bien que il y a un rapport vivant, une tradition de connaissance du vivant qui est profondément présente en Occident. Il faut le retrouver. Mais il faut aussi poursuivre la piste du savoir, de la science, une vraie science jubilatoire et de l'histoire de l'art. Par exemple, on va peut-être prendre 2 exemples. Au début de Apprendre à voir, Estelle Zong nous décrit un tableau d'Albrecht Dürer, Grande touffe d'herbe, de 1503. Et elle décrit vraiment l'expérience, donc j'invite l'auditeur à aller taper sur Internet, Grande touffe d'herbe. Donc c'est un tableau très précis, et elle décrit en fait qu'on est complètement décontenancé. Parce que signifie cette touffe d'herbe, alors que normalement on sait très bien que dans toute l'histoire de l'art, il y a une symbolique. C'est d'abord souvent des thématiques religieuses, tout veut dire quelque chose, tout est signification. Donc l'œil recherche une signification, une interprétation, un symbole caché. Donc on constate que ces touffes d'herbe sont mêlées, qu'on y distingue l'aquilée millefeuille, le plantain, le pissenlit. On aurait la tentation de croire que c'est une expérience scientifique, un peu comme les oui, qu'on peut catégoriser herbiers. Les différentes herbes. Voilà, on fait des spécimens, une planche de botanique qui isole les espèces. En fait, non, les espèces sont mêlées, comme le vivant, en fait, mêle les espèces, que nous distinguons, nous, ensuite. Et en fait, ce tableau de Dürer va nous forcer à regarder des plantes qui, sinon, en fait, seraient piétinées dans la prairie. On ne les regarderait pas. Le vivant, auparavant non remarquable, devient l'objet de notre attention. Et c'est pas nouveau. C'est ce que font beaucoup d'artistes depuis très longtemps. Dürer, c'est vraiment au XVIe siècle. Donc Dürer empêche l'aplatissement, l'écrasement, la réduction au banal de cette touffe d'herbe et procède à un renversement de notre attention. Estelle Zong prend un autre exemple, le tableau de Frederick Edwin Church, donc un peu plus tard en 1859, qui s'appelle Au cœur des Andes, donc un magnifique tableau. Et en fait, elle constate que le peintre procède avec les espèces végétales comme avec des visages humains. Elle fait une comparaison avec un tableau impressionniste. Elle montre qu'en fait, normalement, on floute le décor, on accentue les traits du visage humain pour bien montrer que c'est eux qui sont premiers et que le reste n'est que secondaire. Et en fait, l'auteur du tableau fait l'inverse. Il va flouter certaines parties et vraiment donner une consistance ontologique aux végétaux
en leur accordant une précision qui est totalement révolutionnaire. Normalement, on ne précise pas comme ça les végétaux. Et vraiment, ce procédé technique qui consiste à peindre de façon plus précise certaines figures, certains arbres, en fait, rend sa consistance enfin aux végétaux. De périphérie inanimée, les végétaux deviennent des centres. Et donc, ça éduque notre regard, ça nous permet enfin de faire sortir de la masse floutée du décor le vivant et de le mettre au premier plan. Alors en conclusion de cette émission, parce qu'on va arriver au terme de l'émission, parler peut-être très rapidement d'un courant des naturalistes anglais au 19e siècle qui rejoint un peu aussi notre émission sur la marche et qui montre que peut-être est-ce qu'il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour se réapproprier un lien authentique avec la nature. Oui, il y a un chapitre magnifique dans le texte d'Estelle Zonx qui est consacré à la rencontre des femmes écrivaines et naturalistes, où elle décrit tout ce courant de femmes qui donc n'ont pas pu faire carrière en tant que naturalistes professionnelles, mais qui en fait étaient absolument des femmes passionnées, qui décrivaient dans leur jardin, qui passaient des après-midi dans leur jardin, donc il n'y a pas besoin d'aller dans la grande sauvagerie où la trace de l'homme n'est pas, il suffit de côtoyer le vivant, les insectes. C'est des exploratrices immobiles. Tout à fait, et qui ont contribué, c'était vraiment des scientifiques, et des productrices de savoir et pas des vulgarisatrices, et qui contribuent à la production du savoir. Et en fait, ce qu'on constate, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'elles ont donné une telle énergie, 8 heures par jour, à étudier les champignons, à étudier des insectes. C'est tout simplement qu'elles entraient dans une relation qui les nourrissait. C'était vraiment des vraies rencontres. C'était pas l'idée d'une séparation, je produis du savoir pour dominer, mais simplement parce que ça les faisait rentrer dans une communauté du vivant à laquelle elles appartenaient et qui donnait sens à l'existence. Alors nous allons achever cette émission sur les notes des 4 saisons de Vivaldi, réinterprétées par Max Richter. Une réinterprétation comme une ode à la nature au fil du temps, dans laquelle cohabitent la permanence classique et la modernité. Et nous nous retrouverons le mois prochain pour aborder la question du progrès. À bientôt.